3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à François Chollet qui nous accompagne également. Bonsoir François. Bonsoir. Directeur général de Montségur Finance. Et Marc Riez est avec nous également ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Vega IM. C'est le thème de la rentrée, ce que j'appelle marché et changement de régime. Changement de régime au pluriel, changement de régime monétaire avec la Fed notamment qui signale une réduction de son accommodation, de sa politique d'achat d'actifs à venir d'ici la fin de l'année. C'est un exemple parmi d'autres. C'est la Réserve fédérale américaine, bien sûr. Changement de régime budgétaire avec des aides d'urgence qui vont être moins générales, beaucoup plus ciblées. C'est ce que nous a dit par exemple Bruno Le Maire. C'est la fin du whatever it takes budgétaire tel qu'on l'a connu ces derniers mois. Et puis alors un changement de régime ou un recentrage du régime politique en Chine qui fait de plus en plus de vagues jusqu'à certains de nos marchés. On parlera sans doute avec vous du secteur du luxe, mais voilà, globalement, cette ambiance de rentrée, qu'est-ce qu'elle implique pour les investisseurs partant des niveaux records de marché qu'on connaît encore aujourd'hui, puisque c'est le jeu du moment à Wall Street de compter le nombre de records du Nasdaq et du S&P 500. Je vous passe la parole, François Chollet, là, sur cette ambiance de rentrée, ce changement de régime pour les marchés. Première constatation, on aurait pu s'inquiéter tout au long de ce mois d'août de ce qui pourrait ressortir de ces réunions, parce que même si le consensus avait été à peu près calmé auparavant, on aurait pu imaginer un peu de volatilité sur les marchés, ce qu'on n'a quasiment pas eu. On ne peut pas parler de consolidation quand on perd 200 ou 300 points sur un indice européen, et ce qui s'est passé cet été était quand même d'un calme assez frappant pour un mois d'août. On a été habitué à des mois d'août bien plus chahutés sur les indices, et ça n'a pas été le cas. Donc première chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise qui est apparue malgré les événements qu'on a pu avoir, que ce soit effectivement du côté sanitaire, il faut quand même le dire, c'est quand même ce qui aujourd'hui a drivé les inquiétudes des marchés depuis de très nombreux mois, que ce soit du côté des banques centrales qui ont délivré au marché en gros ce qui était attendu, voire même peut-être un petit peu mieux. On aurait pu peut-être s'inquiéter un petit peu plus. Et puis côté européen, la même chose. Le discours qui est de dire, aujourd'hui, on avait M. Villeroy-de-Gao qui l'exprimait, clairement, le timing n'est pas le même. Les États-Unis disent quelque chose de totalement différent. On a une reprise qui est là, mais qui a un décalage de temporalité. Et donc, tout ceci va prendre encore plus de temps en Europe pour se matérialiser. Bref, on dit au marché, dormez tranquillement. On ne change rien, on continue, tout va bien. Avant de dire rien ne va plus, en tout cas aujourd'hui tout va bien. Et je crois que les indices sont restés là-dessus. Et si on regarde les marchés de taux, on a là aussi des surprises. Clairement, je me souviens qu'au mois de juin, on regardait tous le 10 ans américain inquiet qu'il puisse franchir les 2%. On n'était pas très loin, on était vers 1,80. Et on est en cette rentrée à des niveaux de plus proches de 1%. Avec une inflation très élevée, c'est-à-dire avec des taux réels négatifs, voire très très négatifs pour les investisseurs. Donc clairement, on a un contexte dans lequel, finalement, si on veut vraiment préserver l'épargne à moyen terme pour les clients, on n'a pas vraiment d'autre alternative que d'investir dans les actifs risqués. Donc quand je dis changement de régime, vous dites pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à l'horizon, François. Il n'y a rien de nouveau qui puisse changer la tendance actuelle qui est en place sur les marchés. Il n'y a pas d'assèchement de liquidité prévu, et même les mesures qui ont été annoncées et qui vont être extrêmement progressives devraient se faire dans le même ordre d'idée de temporalité qu'on a connu lors de la précédente sortie des mesures de quantitative easing que nous avions eues aux États-Unis. Donc ça veut dire que ça va s'étaler sur de très nombreux mois. Donc c'est pas de nature à vraiment créer un choc sur les indices. En tout cas, c'est comme ça que les marchés l'interprètent aujourd'hui. Marché et changement de régime, Gilles Bazissière, qu'est-ce qui vous marque dans effectivement cette rentrée l'idée quand même qu'on envoie des signaux, c'est-à-dire que le marché est toujours attentif aux dérivés secondes, aux signaux qui sont envoyés. On voit bien quand même qu'on ne peut pas prolonger toutes les lignes de tendance désormais comme on a pu peut-être le faire dans le passé. Oui, je pense qu'en effet, l'inflexion, en tout cas de la politique, sur la politique monétaire américaine, et donc européenne également, hein, la BCE est vraiment à la traîne de la Fed en la matière, totalement, pour beaucoup de raisons. Il s'agit d'une inflexion qui est progressive, qui est légèrement moins immédiatement profilée qu'on ne pouvait le craindre. En tout cas, ça a été la lecture du discours de Powell
au symposium de Jackson Hole. Quoi, l'idée que la Fed essaye de gagner encore un peu de temps, grappiller peut-être quelques semaines, quelques mois avant d'être beaucoup plus clair dans son intention de tapering. Ou vérifier que les nouvelles informations qui rentrent vont dans le même sens. Il n'est pas illogique avec tous les efforts qui ont été faits. Qu'il cherche à ne pas commettre d'erreur en fait, en resserrant trop tôt ou mal à propos, etc. Donc le signal de la progressivité est très 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 bien donné. Et également, je pense qu'il y a un jeu de communication très habile qui vise à reporter très légèrement les échéances en réalité dans le discours par rapport aux prévisions des plus pessimistes sur les marchés. Et donc, ça crée en fait une forme de surachat obligatoire des obligations américaines pour les investisseurs qui doivent structurellement acheter des obligations américaines. Et donc, si vous êtes un fonds de pension à très long terme, si vous avez vos plannings d'investissement pour financer les retraites qui vont être prises dans 20 ans, 30 ans, donc vous avez forcément votre poche en obligations américaines par définition. Dans l'année, vous pouvez vous dire ah ben oui, mais là je pense qu'il va y avoir un retournement. Il me semble que ça va être avant la fin de l'année. Donc on va en acheter un peu moins en ce moment et on va en racheter un petit peu plus si on peut, tant qu'on peut le faire et dans la limite de son risk management. Retarder un petit peu les achats pour acheter des obligations avec des rendements un peu supérieurs aux rendements actuels qui en termes réels sont vraiment stupides. Eh bien, quand vous avez des petites déclarations, enfin des grandes déclarations qui subtilement laissent entendre que ça va être encore un peu plus tard et encore un peu plus progressif, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez la planification d'achat, vous devez acheter maintenant. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un décalage. Ça explique pour vous la faiblesse des taux longs qui soulève beaucoup d'interrogations quand même, après tout ce qu'on a mis comme carburant dans la machine. Complètement. Alors, il y a ça, il y a la Covid, bien sûr, mais enfin, c'est un axe de débat et, en tant que tel. Et puis, il semblerait que son voie de résolution longue et lourde, au moins dans les pays développés. Donc, oui, moi, je verrais ça comme explication éventuelle à des taux longs qui paraissent très, très bas. Oui. Bon. Est-ce que c'est business as usual pour les marchés en cette rentrée, Marc, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui changent, ou en tout cas des signaux envoyés qui méritent, je ne sais pas, une attitude différente de la part des investisseurs? Si on ne peut pas vraiment parler de changement de rythme, il y a quand même des choses qui sont un peu marquantes. Effectivement, d'abord, c'est vrai qu'on voit que la Fed, elle paraît toujours traumatisée par l'ancien tapering. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils gardent en mémoire et qu'ils ont du mal. Donc, ils font tout pour ne pas que se reproduise ce syndrome qu'ils ont connu, qui avait tout cassé, etc. Donc, effectivement, ils font acte d'une prudence extraordinaire. Bon, donc, malgré tout, il y a un moment où il faudra quand même qu'ils y aillent un peu. Bon. Le deuxième élément, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus tellement peur de l'inflation. C'est pas un peu comme les Allemands il y a quelques années, ils avaient peur, etc. Là, on a le sentiment qu'ils se disent s'il y a un peu plus d'inflation qu'attendu, on a des outils pour la contrôler, et qu'en revanche, leur grande crainte, un peu leur grande angoisse, c'est cette fameuse déflation, où là, ils se sentent quand même assez impuissants pour relancer les choses quand l'inflation n'est pas là. Et donc, c'est à se demander s'ils ne préfèrent pas en faire trop qu'en faire pas assez. Et ça, effectivement, ça plaît au marché, parce qu'ils se disent, voilà, on va peut-être avoir plus que ce dont on a besoin, effectivement, du point de vue monétaire, en tout cas. Voilà. Alors après, effectivement, du point de vue budgétaire, on comprend que la grande période de dépenses est un peu derrière nous quand même, c'est peut-être pas plus mal, il faudra payer un jour. Et donc, le sujet, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les marchés se disent, c'est peut-être trop tôt pour vendre, parce que y a toujours ce changement de régime que vous évoquiez, Grégoire, il n'est pas encore... Il est prévisible, mais il n'est pas encore là. Moi, ce qui me semble quand même, c'est qu'en termes de performance de marché, puisque il faut quand même que je réponde à votre question tôt ou tard dans mon discours, c'est qu'il valait mieux faire la perf de 2021 à fin août. Parce que je pense que ceux qui n'ont pas fait de perf à fin août... ça va être plus difficile de la faire après. J'ai quand même l'impression que les marchés, là, ont intégré beaucoup d'éléments positifs,
alimenté effectivement par l'argent public, mais aussi alimenté par le fait que finalement les boîtes ont bien géré cette pandémie. Ça, je trouve que ça s'est pas beaucoup dit, mais en fait, elles se sont beaucoup adaptées, elles ont été agiles par rapport à ce qui est arrivé, qui aurait pu être un choc encore plus important. Cash flow. On a vu des niveaux de cash flow records dans les grandes industries. Donc elles ont coupé les investissements. Ouais. Donc résultat des courses, effectivement, la saison de résultats qu'on a vue là était de très belles factures. On peut imaginer que celle du T3 va pas être infecte non plus. Donc finalement, voilà, pour l'instant, on est porté aussi par la micro. Donc c'est vrai que ça justifie un peu le fait qu'on soit à 6600, 6650, etc. Finalement, quand on parle de l'été, au 30 juin, on était à 6550. Exact. Donc l'été, globalement positif. Globalement, il a été très légèrement positif. Ouais, en plus, il y a eu d'abord l'inquiétude les 15 premiers jours de juillet avec les variants, le formidable rebond 6003, 6009, 15 juillet, 15 août. Depuis, voilà, c'est un peu plus hésitant. Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas faire considérablement plus sur 2021 que ce que ça a déjà fait. Et donc, vous dites on ne va pas pouvoir reprendre 20% tous les 6 mois. Et donc, voilà, en termes de gestion, on ne peut pas être positionné quand même de la même manière, aussi agressivement. Voilà. Surtout qu'il y a des choses qui ont énormément monté. Moi, on connaît par exemple des boîtes comme Saint-Gobain. Saint-Gobain qui est quand même une grosse maison, fondée sous Louis XIV, machin, etc. Ça prend plus de 50% cette année. Alors moi, je suis ravi, j'en ai. Mais bon, ça prendra pas 50% tous les 6 mois, ce truc-là. Non, mais bien sûr, mais c'est ça donc, si vous voulez, la question. Voilà, l'impression, c'est que les entreprises qui étaient susceptibles d'être revalorisées, etc., l'ont quand même bien été. La tech, déjà, qui était à la traîne en début d'année, a beaucoup rebondi aussi. Les ST Micro, les Capgemini, machin. Donc, les SML, bref. Donc, pour le coup, moi, j'ai l'impression que l'argent va être quand même plus difficile à gagner en fin d'année qu'en début. Et en ça, je rejoins votre terminologie de changement de régime. Mais simplement en tant que gérant, si vous voulez, pas en tant on est là pour ça, ça, bien sûr. Oui. Dis, bon, non, mais on est régime de croissance toujours, évidemment. 2022 sera une grande année de croissance là aussi. Il n'y a pas de doute. Non, mais c'est du point de vue des marchés, j'entends. Beaucoup de bonnes choses qui sont déjà dans les cours. François, bon, vous étiez très serein, effectivement, je vous repasse la parole, pour nous dire que notamment, finalement, il ne s'était pas passé grand-chose cet été. Je reviens quand même sur le petit trou d'air du mois d'août. Alors, vous n'en faites pas un signal d'alarme particulièrement important. Pour certains secteurs, ça a été quand même très violent. Je veux bien qu'on dise un mot du luxe, c'est mon autre obsession du moment. Ça fait 15 jours que le luxe a quand même connu un trou d'air majeur, puisqu'on a eu je le rappelle, pour ceux qui ont raté l'épisode, mais des baisses de 15 à quasiment 20% pour des poids lourds du luxe, qui s'appellent LVMH, Kering, Hermès dans une moindre mesure pour les stars parisiennes et françaises. Je me souviens du discours de certains directeurs de gestion qui disaient « Moi, j'interdis à mes gérants de vendre LVMH ». Et je pense que c'est une très bonne attitude, parce que sur les années passées, il ne faut surtout pas vendre ce genre de valeur. Non, mais du coup, j'ai envie de vous entendre à nouveau sur ce sujet du luxe. François, Marc... Pour revenir sur le changement de régime de marché, il y a quand même une chose qui me paraît assez notable et qui traduit la bonne santé économique des entreprises, c'est que les multiples, depuis 6 mois, se sont beaucoup détendus. On a retrouvé, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, des PER à 12 mois prospectifs, des multiples de profits à 12 mois, qui sont revenus à des niveaux sincèrement acceptables par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé et par rapport à un contexte de taux qui n'offre aucune alternative. Donc, il ne faut pas se tromper, le marché, il est remonté fortement, mais en valorisation, si on considère qu'il n'y a pas une bulle de profit qui pourrait éclater, si ces profits se matérialisent dans les 12 prochains mois, le marché garde du potentiel parce que le fondamental des profits des entreprises, il est bien présent et à des niveaux de multiples acceptables. C'est moins cher qu'il y a quelques mois. Le marché est plus haut en prix, mais bien moins cher qu'il y a quelques mois. Parce que les anticipations étaient bonnes. Oui, c'est ça, mais parce que les perspectives économiques des entreprises se sont considérablement redressées. Oui, et on rentre dans une période où les entreprises vont avoir un contexte qui va être un peu plus difficile, c'est vrai, parce qu'on voit bien ces histoires de pénurie, d'inflation, etc. On voit que les métriques sont difficiles à donner, et beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, commencent à prendre un peu de distance avec les communications d'objectifs, parce qu'ils voient bien que c'est un contexte de
compliqué pour donner vraiment le pourcentage de croissance dans une fourchette de 2% à la fin de l'année. Ça devient un peu plus difficile qu'il y a peut-être quelques mois. Pour revenir à la question sur le luxe, bon, on vient de s'apercevoir, effectivement, vous le disiez, que la Chine était redevenue un pays communiste. Donc, la Chine est bien toujours un pays communiste qui décide d'un certain nombre de choses pour ses administrés. Ça concerne le jeu vidéo. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des sanctions sur des titres comme Ubisoft, etc., qui nous intéressent beaucoup parce que quand on regarde le pourcentage des mineurs chinois dans le chiffre d'affaires d'Ubisoft aujourd'hui, il est très faible. Tout à fait marginal. Donc clairement, c'est peut-être une opportunité de regarder ce genre de dossier aujourd'hui. Des holdings comme Prosus pour le groupe Tencent, c'est peut-être des choses aussi qui ont bien consolidé et qui peuvent être à regarder. Ça fait partie des convictions que nous avons aujourd'hui et que nous portons dans les belles valeurs de croissance internationales. Si on regarde le luxe... Attendez, moi sur les jeux, ça m'intéresse, François. Vous considérez, parce que, on le voit bien, Pékin resserre la vis sur plusieurs secteurs, mais on voit surtout que ça continue. C'est-à-dire que semaine après semaine, on a de nouvelles annonces qui sont toujours plus restrictives sur des secteurs dont on savait qu'ils étaient visés par la volonté de recentrage politique de Pékin. Cela, simplement, il faut regarder ce que représente d'abord la Chine dans le chiffre d'affaires de chaque groupe. Vous dites là, pour l'instant, les réactions de marché sont un peu épidermiques. Le marché n'a pas fait le tri. Le marché ne fait pas le tri. Le marché commence par jeter et réfléchit ensuite. Après pour voir ce qui est à récupérer. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les deux titres que je viens de citer là. Donc on a eu des corrections qui étaient assez marquées en disant on verra après comment on gère l'histoire et comment l'entreprise arrive à se recaler. La conviction sur Ubisoft, en tout cas notre gérant... sur les valeurs de croissance, est revenu sur Ubisoft assez significativement avec cette conviction-là que c'était assez marginal et que qui plus est, le groupe allait bénéficier, notamment en fin d'année, parce que c'est une activité assez cyclique, de l'arrivée, cette fois-ci réelle et en quantité, des consoles de nouvelle génération, parce que jusqu'à présent, elles étaient distribuées au compte-gouttes. Donc ça, c'est une décision à froid. Enfin, je veux dire, c'est après analyse spécifique de chaque dossier, de l'exposition et des risques qu'il porte vis-à-vis de la politique chinoise. Vous dites, voilà, à le froid, risque est acceptable. On prend ce genre de décision aujourd'hui. Ça correspond au pourcentage de chiffre d'affaires qui se retrouve largement discounté dans le cours de bourse. Donc voilà, c'est comme ça que la réflexion a été menée. Et sur le luxe, alors ? Alors, sur le luxe, c'est vrai que la correction, on peut parler de correction, on est à plus de 10%, donc on est autour de 15% de correction. D'abord, on n'a pas tout effacé. LVMH est toujours en hausse de plus de 22% depuis le début de l'année. On n'est pas... plus 150% de hausse par rapport à mars 2020. Oui, je peux vous faire l'exégèse des performances passées du secteur. Aussi l'interdiction dont je vous parlais. Alors, nous ne sommes pas une entreprise communiste, mais c'est vrai que dans le cadre des comités de gestion, il y a des valeurs qu'on aime bien garder dans le fond des portefeuilles des clients parce que ça matérialise de tels succès de gestion aussi que c'est intéressant que les clients gardent en tête qu'on leur a fait faire de belles choses dans la durée, dans leurs investissements en gestion privée. Ça, c'est la première chose. Sur des dossiers comme Kering... Ah oui, et puis ça permet aussi aux clients de lui donner cette vision un peu du temps long. Nous, on fait peu tourner les portefeuilles. Ça participe à l'éducation financière du client. Oui, vous voyez que y a des dossiers où vous pouvez vous laisser porter tranquillement pendant de nombreuses années sans que vous ayez... LVMH et L'Oréal, il y a beaucoup de 2000% de plus-value latente. C'est ça, on a des vrais... des vraies choses à montrer à nos clients sur ce genre de dossier. Après, sur des titres comme Kering, il faut être très clair, moi j'en ai acheté autour de 550 € en me disant que c'était déjà un peu cher, etc. Et malgré la correction, on est bien au-delà. Donc on est sur des dossiers qui ont quand même fait des publications assez extraordinaires au deuxième trimestre. Il ne faut pas se leurrer, c'était encore mieux que je totalement extraordinaire. Il n'y a aucun doute là-dessus, François. Kering, on s'inquiétait beaucoup de Gucci en Chine. Quand même au deuxième trimestre, aucun souci, c'était même une surprise extrêmement positive là aussi, et ça a participé mais bon, on a fait 550, 800 € en l'espace de 2 mois. Enfin, il faut aussi remettre les choses en perspective. Donc, vous avez une correction, elle est de 15%. Est-ce que ça remet en cause la totalité du modèle ? Je ne pense pas. Si effectivement le dirigisme communiste chinois interdit les sacs à main dans la rue, effectivement là, il y aura un vrai problème. Pour l'instant, on n'y est pas. Ils en sont à l'éducation, aux jeux vidéo, ils font le tour. Je ne pense pas sûr que ça arrive jusque-là. Question ouverte. Je ne sais pas si je mettrais beaucoup plus qu'un doigt ou une main à couper là-dessus. Sur le luxe, que disent les modèles d'equity GPS, Gilles ? Très intéressant. Il faut regarder valeur par valeur. Mais en général, alors il y a des exceptions, mais en général, on a des ratings qui sont médiocres encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient très mauvais il y a 2 mois.
ou un mois même. Pour cause de valorisation excessive ? Voilà. Alors, si on regarde au global comment ça s'analyse, nos ratings médiocres s'analysent, sont très mauvais pour ce qui concerne les critères de valorisation. Donc là, on a, pour citer LVMH, on a 1 sur 10 aujourd'hui, c'est-à-dire que LVMH est valorisé aujourd'hui à des niveaux qui, selon notre méthodologie, n'ont existé que dans 10% de son histoire boursière. Donc c'est quand même encore relativement tendu et encore une situation où on n'a pas le droit à l'erreur pour l'autre partie de la photo qui est la dynamique de perspective. Donc la dynamique de perspective a été extraordinaire sur cette valeur-là et sur ce secteur qui, en fait, a surperformé le marché, je regardais, depuis 2015, sans interruption. Donc, et ce, de façon colossale. Ouais. Donc cette surperformance nourrissant la surperformance, y compris par les mécanismes que vous évoquiez. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est devenu, au bout d'un moment, ça devient des obligations à avoir dans un portefeuille de qualité, de long terme, etc., incontournable. Et en particulier aussi dans une vision mondiale de l'asset management, qui prend de plus en plus corps. Les portefeuilles sont de plus en plus internationalisés. Et on a tendance à aller chercher les valeurs vedettes ici et là, très représentatives de l'économie, du pays, etc., etc. Et c'est vrai que le luxe est très représentatif de la France et un petit peu de l'Italie. Reste que, à partir du moment où donc on a 1 sur 10 en dynamique en valorisation et encore 8 ou 9 sur 10 en dynamique de perspective, parce que ce qui se passe en Chine ne peut pas être matérialisé à ce stade immédiatement dans les prévisions des résultats des analystes. Mais par contre, ça introduit un flou. Mmh. Mais si on a en effet ces 8 ou 9 sur 10 de dynamique des perspectives, et je crois que c'est même 10 sur Hermès. 10, Hermès, c'est juste extraordinaire. C'est le scénario parfait, quoi. Oui. En termes de dynamique des perspectives, c'est vraiment, ils battent toujours les attentes de façon régulière. Mais s'il y a une remise en cause de ces très, très bons dynamiques de perspective, en effet, là, le secteur peut se retrouver comme l'empereur à marée basse. Et là, par contre, ça peut devenir très, très douloureux. Et donc, il faut, à ce stade, donc, apprécier, essayer d'identifier les éventuels effets à moyen terme de d'une politique générale de durcissement de Xi Jinping en Chine. Et elle va bien au-delà que d'un secteur à l'autre. Oui. Son discours initial, c'était les entreprises qui sont prospères doivent contribuer au bien-être collectif et ne pas contribuer à, je dirais, une forme de situation insuffisamment morale et notamment de consommation excessivement visible. Et donc tout ce qui il n'est pas impossible que ces valeurs-là soient soumises en effet, les valeurs du luxe, à des restrictions diverses et variées, à des augmentations de fiscalité. Je vous rappelle aussi que ce sont dans un contexte actuel où l'Europe s'affirme de plus en plus par rapport aux importations à bas prix chinoises, envisage assez sérieusement maintenant d'intégrer le bilan carbone dans ces importations. Le bilan carbone de la Chine dans les importations chinoises est absolument catastrophique. Donc si jamais on implémente effectivement cela, disons que les importations par la Chine de produits occidentaux de ce type constitueront une forme de victime expiatoire et possible. Donc tous ces éléments-là, je ne dis pas que ça va se passer, non. Mais l'environnement se brouille quand même pour la dynamique. Et donc le risk-reward est moins intéressant. On peut avoir un scénario plausible où le luxe ne serait plus le secteur de surperformance qu'il a été ces dernières années. En effet. Et si on revient à un passé récent, il est toujours
intéressant de regarder l'histoire. De 2013 à 2015, il y a eu un passage similaire, je vous le rappelle, qui avait impacté notamment Rémi Cointreau. Oui, politique anticorruption, les montres au poignet et les bouteilles de cognac dans les armoires. Exactement. Et bien ça a contribué à une sous-performance du secteur pendant 2 ans, dans un marché généralement haussier. Donc ça ne s'est pas tellement vu, mais en absolu, mais en performance relative, ça s'est vu très clairement. Ouais, très intéressant. Marc Riez, sur le luxe, alors j'imagine, on peut refaire l'histoire, mais les 2000% de performance embarqués dans les portefeuilles de certains clients, alors ils ont tous la photo de Marc Riez au-dessus du lit. Non mais pour un nouveau client, moi demain je suis client chez Vega, j'arrive comme nouveau client. Qu'est-ce que vous faites ? Vega a énormément profité de la performance du secteur du luxe, c'est clair, parce que c'était notre pari principal, donc forcément... Et c'est évident que cette surperformance énorme qu'on a eue depuis des années, depuis 2015, comme disait Gilles, on ne va pas la réavoir dans les 5 années qui viennent. C'est pas un retour à la moyenne, mais forcément... Vous bâtissez plus votre stratégie d'investissement avec cette idée aussi forte. Voilà. Est-ce qu'elle a pu être dans le passé ? D'accord. Du fait qu'il y a une part du carburant de boursier, je veux dire, de ces valeurs-là, qui est déjà... pricé, puisque les marchés globalement ont compris maintenant ce que c'était qu'LVMH et Hermès. Ils ont mis du temps à le comprendre, on en est ravis. Maintenant ils l'ont compris, donc c'est dans les cours, si j'ose dire. Donc c'est plus sur ça qu'on pourra faire. On pourra pas refaire dans les 6 années qui viennent pour vous, Grégoire, de vos clients, ce qu'on a fait dans les. Alors il va falloir toujours d'autres idées, d'autres secteurs qui peuvent apporter ça. Alors est-ce que ça peut être je ne sais pas, peut-être que par exemple le secteur du tourisme et des loisirs qui aujourd'hui est très très pénalisé par ce qui se passe et certainement à juste titre à court terme, est-ce que ça peut être un secteur qui lui aussi trouve un meilleur futur boursier parce qu'il y a un moment où les gens auront envie de revoyager, etc. Donc voilà, dans les valeurs technologiques, il y a aussi... Vous savez, c'est intéressant, tourisme et loisirs, parce que j'imagine que la value, c'est pas le terrain de chasse naturel de Vega UM. Non. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le cas d'investissement du tourisme et du loisir qui vous intéresse ? La valorisation, mais est-ce que c'est un secteur qui peut retrouver du pricing power, par exemple ? Parce que la valorisation, vous savez, c'est quelque chose qu'on regarde que après. Mais déjà, dans le business model... c'est que ça peut redevenir des valeurs de croissance, pour le coup. Puisque là, on part de l'étiage. Il va y avoir un changement de statut de ce secteur. Voilà, il peut y avoir, s'il y a un retour à la normale, il va y avoir une croissance inhérente qui peut être assez forte. Après, il y a la question des marges, on regarde beaucoup. Là aussi, il peut y avoir des capacités qui ont été réduites, donc des tensions sur l'offre, etc., ou du pricing power. C'est tout à fait ça. Après, il y a regarder les groupes qui ont vraiment des barrières à l'entrée, donc des choses particulières qu'ils offrent. Alors, on pense à des groupes comme Intercontinental, des choses comme ça, qui ont une offre de grand luxe qui n'est pas nécessairement facile à générer en peu de temps si l'activité redémarre. Vous voyez, donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est ce genre de choses qu'on essaie de regarder. On ne va pas devenir des gérants value, ce n'est pas notre ADN, donc on ne saurait pas le faire d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, voilà, il y a ça. Et puis dans la technologie, on l'a dit, il y a des segments qui restent certainement très intéressants, parce que là, les valorisations sont diverses et variées. Donc on met beaucoup de choses dans la tech, c'est pas juste les GAFAM. Voilà. Donc voilà. Donc je suis pas inquiet sur le fait qu'il y ait encore beaucoup de business models qui profitent des évolutions futures. Donc je sais qu'on trouvera des belles histoires encore. Je saurais pas vous dire quoi tout de suite complètement. Qu'est-ce qui va permettre de générer de l'alpha dans le jargon de vos métiers, de la surperformance là, à l'avenir, François ? Bon, le luxe, on verra ce qu'il en est, mais on sent bien qu'il y a un peu plus de doute, de prudence des investisseurs vis-à-vis de ce secteur. Est-ce que c'est encore dans la grande croissance, les grandes tech américaines ou autres ? Est-ce qu'il faut rester aussi peut-être tilté un peu value, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la value s'est un peu mise en pause quand même ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que c'est une pause qui appelle un redémarrage d'une certaine manière ? Alors, c'est toujours très difficile, parce que moi, j'ai grandi avec de la value, puis j'ai appris et vieilli, et je suis passé sur les belles valeurs de croissance. D'abord, on dort beaucoup mieux, c'est plus facile, c'est plus lisible. Il y a plein d'avantages, et on gagne mieux notre vie. Donc là-dessus, je cherche pas les intérêts. Dans la value, il faut bien voir qu'il y a des métiers qui sont entre guillemets, disruptés, en perdition, et qui ne reviendront pas. Donc, s'il y a un contexte de taux
redevient normal, si les mesures exceptionnelles de soutien dont on parle là s'arrêtent, il y a peu de chances que ces entreprises parviennent à maintenir un modèle économique viable. Sans jeter l'opprobre sur quelqu'un en particulier ou une entreprise en particulier, vous pensez à quoi quand vous dites ça ? Non, mais il y a des métiers qu'on ne saura plus faire en Europe correctement s'ils ne sont pas largement subventionnés. Il y a des choses il y a des entreprises qui n'ont pas vocation à être présentes dans la vie économique dans les 5 prochaines années. Et donc celles-là, elles vont péricliter gentiment et, à mon avis, disparaître. Et c'est une grosse partie quand même de ce que le marché a laissé de côté quand on regarde les performances boursières depuis un an. Le marché ne s'y est pas forcément trompé. Ensuite, vous avez des values qui sont liées à un contexte particulier. Si on prend par exemple le secteur financier ou le secteur assurance, pourquoi ces values, alors que ça n'est pas forcément aux États-Unis? C'est parce qu'il y a un contexte en Europe extrêmement particulier qui a fait que, sur les 10 dernières années, on a demandé beaucoup d'efforts aux banques en termes de fonds propres, en termes de normalisation d'un certain nombre de règles de prudence, en termes des contraintes sur les marges également, et sur la difficulté à retrouver sur la banque de financement et d'investissement les niveaux qui étaient ceux des années 2000, et qui font qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a perdu complètement toute notion des multiples passés. Si demain, le contexte de taux se normalise et que les banques retrouvent le moyen d'utiliser des dépôts avec une transformation, clairement là, ça pourrait être un levier. On le voit bien, elles ont un peu calé dans le redémarrage des banques depuis le début de l'année. Il y a eu un beau parcours, et puis là, on s'essouffle un peu. Ouais. Mais je pense que c'est quand même beaucoup lié, non pas aux résultats qui ont été excellents, là aussi, des bonnes surprises, que ce soit BNP, Crédit Agricole, Société Générale, pour parler des banques françaises, voire même Natixis, mais c'est un autre sujet. On a eu des résultats qui étaient plutôt très bons, notamment sur le retail, c'était plutôt rassurant. Mais clairement, il leur manque un élément de marge qui existe, qui n'existe plus, et elles ont du mal à retrouver une profitabilité dans un contexte où elles vont devoir, elles aussi, faire face à des disruptions fortes sur les prochaines années. Donc on a comme ça des secteurs un peu value où il faut vraiment faire du tri. On a eu des rattrapages puissants. Il faudra d'autres moteurs pour que ces rattrapages se poursuivent. Je ne les vois pas du côté des taux d'intérêt pour l'instant, en tout cas. Ouais. On a passé la phase du screaming buy là, sur certains dossiers value qui ont été surmassacrés de manière exagérée. Vous dites on a dépassé cette phase-là et il faut quelque chose de beaucoup plus sélectif aujourd'hui. L'automobile, les financières, a calé cet été. Je crois que value croissance, le vrai maître mot aujourd'hui, c'est la qualité. C'est-à-dire que la qualité, c'est-à-dire essayer de trouver des entreprises et des dirigeants à qui on peut confier l'épargne de nos clients avec... d'abord des track records managériaux significativement positifs, avec d'alignement des intérêts et avec tout un tas de règles de suivi qui fassent que on pourra absorber et rester confiant dans les prochaines phases de marché sur ces dossiers-là. Il y a quand même un autre facteur, c'est que l'intégration des critères ESG, donc là je parlais un peu du G, mais l'intégration des facteurs ESG arrive massivement dans nos métiers. L'Europe a été à une vitesse folle sur sa réglementation SFDR et on voit qu'aujourd'hui, nos gestions collectives ont dû, dans un premier temps, écrire des process ESG, puis ont essayé de les appliquer, de faire des reportings, etc. Et on a cessé de courir pour se mettre en phase, parce que si on n'a plus ces éléments-là l'année prochaine, clairement, les multigérants ne viendront plus nous acheter, les institutions se détourneront de nous, etc. Donc, on a toute l'industrie de l'asset management en Europe qui focalise sur ces critères-là, ce qui veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de pans d'activité sur la bourse qui vont rester à l'écart des flux. Ouais. Ça a commencé déjà, on le voit bien, et ça ne peut que s'accentuer dans les 6 mois qui viennent. Pour conclure avec vous, peut-être Gilles, effectivement, où est-ce que vous voyez de l'alpha demain sur les marchés ? Bon, vous screenez le monde entier chez Equity GPS, ça peut être des pays, des secteurs, et évidemment les milliers de valeurs, de grandes valeurs mondiales. Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, particulièrement évidentes qui doivent être soulevées ce soir ? Oui, alors globalement, sur le marché mondial, on a un rating de 3,3 sur 10 qui a correspondu historiquement quand même avec des performances ultérieures à 3 mois de 15% en rythme annualisé. Attention, donc encore raisonnablement positive. On est assez réservé en notre rating, beaucoup plus faible aux États-Unis.
où là, on oscille autour de 0 en ce moment, en termes de perspective à court terme et d'espérance de gain. Plus élevé en Europe. Et la situation chinoise est très intéressante parce que notre rating s'améliore au fur et à mesure de la sous-performance des valeurs chinoises, mais bien sûr, en termes... 20% de baisse sur les prix en Chine, vous dites, ça change quand même ça change la perception qu'on a des actifs chinois. Non, mais en termes d'allocation d'actifs tactiques, force est de constater que la tendance continue d'être baissière. Donc, il n'y a pas vraiment à se presser, selon nous, en termes d'allocation d'actifs générale, pour réinvestir massivement en Chine. Ce qui se passe en Chine, ça peut modifier durablement, structurellement, les perspectives que l'investisseur global avait justement pour le marché chinois. Le poids des actions chinoises devait devenir de toute façon plus en plus important dans les indices, dans les portefeuilles. Enfin, le chemin était tracé en ce sens-là. Et sans doute à court terme, car il ne faut pas oublier également que parmi ce qu'on peut mentionner également, facteur négatif sur la Chine, c'est que la Chine est la zone économique dont la Banque centrale a freiné le plus tôt, et la première, et c'était en début de cette année. Donc ça veut dire quelque part qu'ils accumulent de la poudre sèche pour faire du contre-cycle, si et quand l'économie américaine et ou européenne arrivait à atteindre une limite de court terme en termes de cyclicité. Donc voilà, mais oui, clairement, on peut avoir une dissémination de cette problématique chinoise via les grands noms de la cote. Il y en a un qui a un éléphant dans la pièce dont personne ne veut parler parce que c'est une des valeurs les plus fantastiques de tous les temps et qui est extraordinairement dépendante de la Chine et donc qui quelque part est dans la main des autorités chinoises pour ce qui concerne un éventuel durcissement de la fiscalité sur tel ou tel secteur ou encore de façon plus importante là en termes de risque géopolitique avec la problématique de Taïwan. Et c'est quelle valeur? C'est Apple. C'est Apple. C'est Apple. Oui, non, mais c'était juste pour être. Oui. Bonne réponse de Marc. J'ai bien pensé que c'était bien compris. Voilà. Donc, donc là, on voit bien que tout ça, ces problématiques sont pas forcément toujours simples à gérer. Et pour l'être correctement, il faut avoir des portefeuilles bien équilibrés. Avec des benchmarks clairement identifiés, s'il y en a, il se peut qu'il n'y en ait pas, mais il faut que ce soit clairement dit et identifié dès le départ. Et en fonction de ça, on peut avoir des constitutions de portefeuilles, des structurations de portefeuilles assez différentes, également en fonction de l'horizon temporel avec lequel on investit. Merci beaucoup, messieurs, pour vos remarques de rentrée. 3 investisseurs, 3 spécialistes des marchés qui étaient avec nous, comme chaque soir, dans Planète Marché. Gilles Bazichir, le président d'Equity GPS, Marc Riez, le directeur général de Vega IM, et François Chollet, directeur général de Montségur Finance, nous accompagnaient ce soir.